Alors, on va passer à la troisième intervention. Et puis on ouvrira un round de questions un peu plus large après l'intervention de François Pellegrini, peut-être. Je pense qu'il va vous répondre dans son intervention, puis sinon vous reposerez votre question juste après. D'accord? François Pellegrini. Merci. Oui, donc moi je suis scientifique. Alors dans mes propres recherches, je ne mouline pas de données personnelles, mais je me suis un peu intéressé à ces questions-là également. Donc je vais essayer de vous donner un petit coup de projecteur sur ma vision effectivement du lien entre données personnelles et éthique scientifique. Effectivement, bon, là en plus on est dans un cadre SHS, donc clairement le H et le S indiquent que ce qui nous intéresse c'est des humains et donc de la donnée personnelle. Et donc ça nous ramène à la question de l'identité, c'est ce qui avait été débattu précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, comment est-ce qu'on rattache des apparences, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui correspondent à une facette du comportement d'une personne, à son identité. Ces facettes, hein, typiquement on les sépare en trois. Il y a l'aspect déclaratif, ce que les personnes déclarent d'elles-mêmes. Par exemple, les informations qui sont fournies à l'inscription sur un site, typiquement un réseau social par exemple, on dit que finalement le pseudo sous lequel on s'inscrit, c'est je sais pas, Superman 33. Voilà. Déjà, ça dit quelque chose par rapport à ce qu'on veut montrer de soi. Puis ensuite, au-delà de la déclaration, si est-ce que je suis un homme, une femme, un poisson rouge, ça c'est des éléments purement déclaratifs. Ensuite, il y a ce qu'on montre de soi, il y a ses actions. Et puis, finalement, ça, c'est les actions délibérées. On fait un message, on poste telle ou telle chose, on est encore dans le déclaratif, et vraisemblablement quelque chose qui ressemble à du conscient, bien que l'inconscient puisse déjà transparaître à ce niveau-là. Et puis, tel que ça a été évoqué précédemment, il y a effectivement ce que l'on peut connaître des personnes, c'est-à-dire les traces que nous laissons. L'exemple des traces comportementales est également extrêmement pertinent. Ça pose aussi une question supplémentaire parce que avec l'augmentation de l'efficacité des moyens de collecte, on va aussi beaucoup faire apparaître des informations de nature biométrique. Et les données biométriques sont des données qui sont extrêmement sensibles parce qu'elles sont non révocables. Si votre mot de passe est compromis, vous pouvez changer votre mot de passe. Si votre empreinte digitale, votre empreinte rétinienne ou un certain nombre de données qui vous identifient, le visage en particulier, il y a beaucoup de questions en ce moment autour de la reconnaissance faciale. Le visage est une donnée biométrique, on n'en change pas aussi facilement que cela, en particulier en termes de structure osseuse. Et donc effectivement, la compromission de ce type de données est extrêmement délicate. Et dans le cadre des recherches qu'on peut mener, effectivement, on voit qu'il y a un certain nombre de catégories de données qui sont non directement rattachées au corps, mais qui peuvent relever de ce qu'on va appeler la biométrie comportementale. En particulier, la démarche d'une personne dans la rue. En fait, vous avez tous sur vos ordiphones, vous savez, des petits capteurs, des accéléromètres qui permettent de jouer, de faire des choses très sympathiques. Mais vous pouvez avoir votre téléphone dans la poche et quand vous marchez avec, le téléphone va évoluer au gré de votre démarche. Et cette signature-là, si vous la capturez, en fait, elle est plus identifiante, plus discriminante que votre empreinte digitale. C'est-à-dire qu'effectivement, une appli qui vous demande éventuellement d'avoir accès aux éléments d'orientation du téléphone est une appli qui peut éventuellement calculer des signatures et vous tracer. Et donc là, on est clairement dans la biométrie. Alors bien sûr, si tout d'un coup on se met à boiter parce qu'on s'est cassé la jambe, la signature sera différente. Donc c'est pour ça que c'est pas comme le visage une biométrie extrêmement forte, mais quand même c'est une biométrie qui va être très discriminante. Un autre exemple de biométrie qui est aussi utilisé dans le domaine de la SHS, c'est la stylométrie, l'étude du style littéraire des personnes, des mots qu'on utilise, de la façon dont on écrit. Et ça en particulier, c'est très utilisé par les agences de renseignement pour essayer d'identifier les gens. En particulier, donc on raconte, parce qu'on n'a pas de déclassification des documents, mais que des outils stylométriques ont été utilisés, enfin stylographiques, ont été utilisés pour identifier le fameux Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin, qui serait en fait 4 personnes, un groupe de 4 personnes, et qui ont été discriminés par l'étude de ce qu'ils ont écrit, en comparaison de l'étude de tout ce que les gens écrivent sur les grands silos de données, type réseaux sociaux et autres.
Ce qui montre qu'effectivement, il peut y avoir une récupération et un usage détourné de données qu'on laisse par exemple sur les réseaux sociaux pour une certaine finalité, pour d'autres finalités qui peuvent être extrêmement différentes. Donc faire attention, je pense que dans votre domaine, la question de est-ce que finalement je m'intéresse à de la donnée biométrique ou pas, ça peut être une question à se poser dans certains cas. Comme ça a été rappelé également, chaque fois qu'on mène qu'on cherche à concevoir un traitement de données, alors là aussi je veux revenir sur ce qui a été dit pour le compléter. Je n'aime pas aussi l'usage du terme algorithme, tel qu'il est utilisé à toutes les sauces, ça fait magique, oh, c'est un algorithme. En fait, sur le plan juridique, il faut bien séparer trois choses. Il y a effectivement l'algorithme mathématique, j'allais dire la description du processus de traitement de l'information qu'on souhaite faire. Et ça, en termes de régime juridique, on est dans du domaine des idées, des mathématiques, donc c'est des objets de libre parcours, non revendicables et non appropriables, en dépit des efforts de certains. Ensuite, avec ces algorithmes en tête, on écrit des logiciels, et ces logiciels peuvent effectivement mettre en œuvre de façon plus ou moins buggée des algorithmes qu'on imagine. Et puis ensuite, on utilise ces logiciels pour réaliser un traitement de données. Et comme ça a déjà été dit, juridiquement, il y a une notion qui apparaît, c'est la notion de responsable de traitement. Effectivement, c'est parfois très malhonnête de dire « Ah ouais, mais c'est l'algorithme », du genre « c'est les chercheurs dans le laboratoire », alors que la responsabilité juridique qui est engagée et qui doit être recherchée, et elle l'est ensuite dans la plupart des cas, c'est celle du responsable de traitement, c'est-à-dire est-ce que ce responsable de traitement, qui a pu prendre un logiciel quelque part sur étagère dont on a dit que c'était le meilleur du monde, a bien pris les mesures adéquates pour que le traitement de données personnelles dans la majorité des cas, effectué à l'aide de ce logiciel, soit conforme à la loi, que ce soit dans les obligations vis-à-vis des personnes elles-mêmes ou vis-à-vis des obligations de sécurité, par exemple, que l'on peut avoir par rapport à la conservation des données. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, ça a été déjà rappelé, la notion de privacy by design, c'est-à-dire la protection intégrée de la vie privée, est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'en tant que futur responsable de traitement, quand on mène une expérimentation, on doit se poser la question de savoir si l'architecture qu'on conçoit et les dispositifs physiques qu'on utilise vont être le moins dommageables possible en cas d'incident. Et puis aussi, est-ce que nos procédures opérationnelles sont effectivement adéquates, c'est-à-dire est-ce que les données sont conservées dans une chambre forte suffisante, est-ce que les systèmes informatiques sont protégés de façon adéquate. L'idée de laisser ces données nominatives sur son PC quand on rentre à la maison et que ce soit le même PC que vous-même ou le gamin vous utilisiez pour surfer sur les sites internet, quelque part ça gratte un peu. Et donc il y a eu des tas de fuites extrêmement désagréables, y compris même dans des agences de police où les gens ont porté du travail à la maison. Se faire voler une machine sur laquelle on a un certain nombre de dossiers qui contiennent de la donnée personnelle sans avoir mis en place un chiffrement des partitions et un chiffrement des machines de façon à ce qu'en cas de vol du support, les données ne soient pas accessibles, ça peut être une faute qui sera retenue contre les personnes. Donc ça suppose que quand on manipule de la donnée personnelle, on a un environnement technique qui soit au minimum, j'allais dire, sécurisé. Donc rapprochez-vous de vos services informatiques pour vérifier que, effectivement, les outils que vous utilisez sont à l'état de l'art du point de vue de la sécurité. J'y reviendrai. En termes de protection intégrée de la vie privée, donc c'est une démarche intellectuelle qui a émergé dans les années 2007 au Canada et qui finalement a prospéré, alors beaucoup plus en Europe où on a une culture informatique et liberté que sur le continent nord-américain où ils sont un petit peu en arrière de ce point de vue-là. Parce que chez eux, les fichiers ont moins servi à tuer des gens, donc ils n'ont pas encore l'expérience désagréable de la chose. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de principes. Donc déjà, effectivement, ce sont des mesures proactives qu'il faut mettre en œuvre. Il ne faut pas réagir à un incident pour se dire « Ah oui, zut, ah bah oui, j'aurais dû chiffrer mon ordinateur. » Bah non, il fallait le faire avant, sinon on tape. La question, donc, c'est la protection implicite de la vie privée. L'objectif de cette réflexion que vous devez mener de façon holistique, c'est la protection de la vie privée et donc des personnes, avec le respect de ces personnes-là, c'est le 7e critère. Pour protection dès la conception, je l'ai dit. Sécurité de bout en bout,
tout au long de la conservation, hein, le chiffrement des supports, des données avec des mots de passe qui ne sont pas mis sur le post-it qui est posé sur le tableau derrière, ça peut être une bonne idée. Effectivement aussi, des assurances de transparence par rapport au processus que vous mettez en œuvre. Un point important aussi, mais là j'allais dire, ça rentre aussi dans le cadre de l'informatique et liberté, mais c'est plus des questions scientifiques, c'est la question des biais par rapport au traitement. Ça a déjà été évoqué également. D'abord, il y a des biais de déclaration, mais ça vous le savez tous. Hein. Bonjour, c'est pour une enquête. Je vais dire que je suis un castor. Hein. Et je raconterai ça aux copains. Mais parfois, quand on réutilise des données, on transporte des biais sans s'en rendre compte. Par exemple, effectivement, dans une enquête, quand on vous demande de répondre est-ce que monsieur ou madame, finalement, on traduit le biais de la personne qui a rédigé le questionnaire, qui, dans son univers mental et pour ses finalités, imaginait bien qu'il n'y avait que ces deux réponses qui étaient possibles. Alors qu'on peut très bien être monsieur toute la semaine, sauf le samedi soir, où, effectivement, dans un certain cabaret des grands boulevards, on devient madame admirée par toutes et tous. Tout ça pour montrer que quand on réutilise des données, il faut vraiment scientifiquement se poser la question de dire dans quel cadre méthodologique ces données ont-elles été capturées, selon quel protocole, afin de pouvoir les déverser dans un autre traitement qui risquerait de pâtir de ces biais de mesure. Ça, c'est un point important parce qu'avant, j'allais dire, dans l'ancien temps, comme déverser des données, c'était une activité coûteuse, on avait le temps de réfléchir à ce qu'on faisait, alors que comme maintenant c'est CTRL-C, CTRL-V, et je rebalance dans le tableur ou la base de données qui va bien, ce genre de questions, parfois, on les oublie un peu. Clairement aussi, ça a déjà été rappelé, le fait d'utiliser les méthodes inductives de type mégadonnées, hein, qui est le terme français pour Big Data, ça pose des problèmes parce que les études de type mégadonnées, comme il a été dit, sont intrinsèquement opposées au principe de minimisation des données. Or, effectivement, quand on fait de la donnée personnelle, eh bien, on est dans un régime où l'un des critères d'évaluation du traitement, c'est la minimisation de la collecte de données personnelles. Comme ça a été rappelé aussi, les traitements type mégadonnées peuvent induire des confusions entre corrélation et causalité, hein, ça vous le savez bien là aussi dans votre domaine, il y a plein d'exemples extrêmement amusants, mais qui peuvent aussi conduire à tuer des gens. Il y a eu une expérience récente qui a été rapportée de personnes qui cherchaient à optimiser les traitements ambulatoires dans les hôpitaux, en pneumologie, et donc on fait mouliner le grand, alors j'utilise le terme bien évidemment ironiquement à dessein, le grand algorithme d'un constructeur mondial, pour essayer de voir dans quel cas on pouvait faire sortir les gens le plus rapidement possible pour ne pas immobiliser de lits d'hôpitaux. Et le grand traitement a dit, oui, en fait, il faut mieux faire sortir les asthmatiques, parce que c'est eux qui développent le moins de complications. Heureusement que des médecins étaient derrière pour analyser les résultats et dire non, on va éviter ça parce que justement sinon on va les tuer. Parce que en fait l'asthme c'est une contre-indication très importante et une complication, une cause de complication très importante en pneumologie. Ce qui se passait, c'était qu'en fait déjà l'hôpital avait mis en place un protocole où quand les personnes étaient diagnostiquées ou se déclaraient comme asthmatiques, on les envoyait immédiatement en soins intensifs pour justement des traitements supplémentaires. Et donc le fait que les asthmatiques ne développent pas de complications à l'hôpital, c'était le résultat d'un biais du traitement qui était que, en fait, dans cet hôpital, cette procédure était mise en place et le grand traitement inductif lui a dit je constate que les asthmatiques développent le moins de complications puisqu'en fait ils étaient déjà lourdement traités avant, donc je les fous dehors le plus rapidement possible. Donc faites attention, mais ça vous le savez déjà, hein, la frénésie des grands gisements de données peut donner envie de les exploiter et ça peut poser un certain nombre de problèmes ensuite clairement. Et le fait de vérifier les résultats par la suite et de comprendre comment le traitement est arrivé à ce résultat, c'est-à-dire finalement les réintégrer, ce qui avait été dit, dans une démarche déductive et non plus inductive, c'est-à-dire reconstruire un modèle et vérifier que les données valide ce modèle-là, semble faire partie d'une démarche scientifique, j'allais dire, pertinente par rapport au fait de très rapidement indiquer que, tiens, on a trouvé que les gens qui avaient plus de télévision couleur avaient plus d'accidents de voiture que les autres. Ça, c'était en 1960.
On pourra discuter de quel était le biais sous-jacent au fait que quand on avait le télécouleur, on avait plus de chances de mourir dans un accident de voiture. Il faut faire attention aussi dans ce cadre-là aux prophéties autoréalisatrices. Je pense en particulier au fameux logiciel de police prédictive dont vous avez peut-être entendu parler. C'est les magnifiques logiciels qui disent en fait attention, il va y avoir un crime là. En fait, ça ne marche pas. Ça ne fait pas grand-chose de plus que ce que ferait un bon policier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si le logiciel vous dit qu'il va y avoir des crimes là, et que vous envoyez la police, vous dites, ah ben chouette, et qu'il y a un crime. Vous dites, ben chouette, grâce au logiciel, j'ai pu dire que j'ai pu essayer de traiter ce crime. Si vous envoyez la police et qu'il n'y a pas de crime, vous allez dire, ah ben haha, mon logiciel a marché parce que, effectivement, j'ai envoyé la police et ça a fait fuir les criminels qui ont bien vu que, parce qu'il y avait la police, alors ils sont allés criminaliser ailleurs. Donc on se rend compte qu'il y a des biais, là encore, dans l'utilisation de ces technologies et de ces résultats-là, dans le traitement massif de données, ici en l'occurrence de victimation, qui peuvent être extrêmement délicats à cerner. Donc toujours, effectivement, dans ce cadre-là, faire attention. Un point qui a été évoqué par rapport au traitement de données personnelles, c'est la question de l'anonymisation. Et donc je voulais ne pas répondre à la question parce que j'allais en parler maintenant. En fait, il faut faire attention entre l'anonymisation et la pseudonymisation. La pseudonymisation, c'est ce que vous avez décrit, c'est de dire je prends mes traces RH, enfin mes bases de données RH, et j'enlève le nom des personnes. Ça, en fait, on le verra, ça ne suffit pas. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on verra que la réidentification, elle, va être possible. Il y a eu de très très beaux exemples scientifiques dont je vais vous parler juste après. Cette question de la réidentification, c'est un problème qui est ancien. Quand vous prenez en particulier, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les opérations qui ont été mises en place pour planifier la reconstruction des États européens, donc dans ce cas précis la France, il y a donc l'INSEE qui a été créé pour collecter des données statistiques, pour orienter la reconstruction du pays en termes de production des entreprises et autres. Et très rapidement, on a mis en place une loi, donc la loi du 7 juin 1951, sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, parce que même les statistiques peuvent être d'une identifiante également. Et donc cette loi en particulier, elle a permis la création d'une autorité éthique, et là c'est le sujet de mon intervention, qui s'appelle le comité du secret statistique, qui est censé justifier mathématiquement qu'un traitement de données statistiques sera suffisamment anonyme, diluera suffisamment l'information pertinente. Par exemple, si l'INSEE brutalement, pour faire une étude par exemple sur la richesse des populations en France, publiait par ville, par commune, le plus haut salaire et le plus bas salaire, dans certains petits villages, le plus haut salaire, on est très facilement capable de l'associer à la personne en question. Et donc, le fait de considérer que c'est une donnée qui est anonyme, au sens où on a fait des moyennes, des écarts types, etc., finalement, pas du tout. Ça peut aussi quand même être rattaché à des personnes dans des situations particulières. Et donc, c'est pour ça que l'INSEE en particulier effectue une dilution par zone géographique de façon à mettre suffisamment de personnes dans les échantillons de sortie des résultats afin qu'on ne puisse pas rattacher de façon directe une information, y compris de nature statistique, à une personne ou un groupe de personnes trop restreint en disant je savais que le Marcel, en fait, il nous cachait des choses. Donc en ce qui concerne la réidentification, pour vous exposer le point, je pense que c'est peut-être d'ailleurs à ça que tu faisais allusion, vous prenez effectivement pour faire des études l'ensemble des traces spatio-temporelles des gens identifiées par donc leur localisation, leur géolocalisation téléphonique. Vous savez, les téléphones mobiles, les ordiphones fonctionnent avec un réseau cellulaire, donc on est attaché à une cellule, et puis quand on se déplace, on passe de cellule en cellule, et même par triangulation des cellules, ça peut donner une information de géolocalisation relativement précise. On peut se dire, tant que je ne mets pas le numéro de téléphone de la personne, j'ai anonymisé mon jeu de données.
Et donc ce plat de spaghetti va être très utile pour voir comment les gens se déplacent dans la ville. Est-ce que finalement c'est une ville où il y a des zones d'habitation, des zones de bureaux, des zones de commerce, ou au contraire est-ce qu'il y a une mixité urbaine importante? Il y a des embouteillages parce qu'on voit que les gens là, ils vont très lentement là, donc il faut peut-être mettre une ligne de métro. Enfin, dans le cas j'allais dire, de la conception des villes, on pourrait avoir énormément d'intérêt à utiliser ces masses de données. Le seul problème, c'est effectivement la réidentification par corrélation. C'est-à-dire que je prends ce plat de spaghetti spatio-temporel et je m'appuie sur un autre jeu de données qui est, par exemple, je prends le fil Twitter de l'un d'entre vous et je vois, ah tiens, tel jour, telle heure, je suis en train de prendre le café à tel endroit. Et on met une punaise dans le plat spaghetti spatio-temporel. Et puis, tiens, à tel autre machin, je suis à tel endroit. Hop, une deuxième punaise. Ça a été déjà dit, 2 punaises, ça permet déjà de localiser. Avec 4, vous identifiez une personne à plus de 90%. Et comme derrière, c'est une loi de puissance, si vous mettez 5 ou 6, vous identifiez la personne de façon quasiment sûre. Et même une dilution forte, c'est-à-dire une espèce de brouillage de la zone ou de l'élargissement de la zone, ne suffit pas à protéger les personnes de façon pertinente, parce qu'effectivement, rarement, si on prend chacun d'entre nous, aujourd'hui, à cet instant, on est ici, dans 2 heures, enfin, si dans 2 heures, je ne sais pas, vous serez encore là, mais demain, on sera tous à des endroits qui seront relativement différents, ce qui montre bien qu'il y a quand même une discrimination forte par nos trajectoires, et qu'il suffit juste de quelques points de mesure pour le faire. Alors ça pose un certain nombre de problèmes, parce que dans le cadre scientifique, on nous parle beaucoup de l'ouverture des données, en particulier H2020. Public code, public data, l'open data. Et puis derrière, des questions de reproductibilité scientifique. C'est-à-dire qu'effectivement, vous sortez votre papier en disant, moi, voilà, j'ai fait ça et j'ai trouvé ça. Si on est censé vous croire sur parole, on ne fait plus de la science, on fait de la religion. Alors qu'effectivement, l'objectif, c'est que des collègues puissent venir vers vous et dire j'aimerais bien voir ton jeu de données, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas eu un biais caché, parce que moi je pense que dans ton traitement, il y a ça ou ça qui ne s'est pas bien passé. Et donc vous voyez que mettre tranquillement ce jeu de données pseudonymisé sur l'Internet en disant allez les gens, servez-vous, c'est pour la science, ça ne va pas être une bonne méthode et une bonne façon de faire. Et donc je reviens clairement sur ce qui a été dit. Anonymiser réellement un jeu de données, c'est quelque chose qui est, très difficile, et 2, qui est encore plus difficile, parce qu'on ne sait pas avec quel jeu de données plus tard, qui sera posé là aussi sur Internet, on pourra faire des corrélations qui vont réidentifier les personnes. Or, on a besoin, pour faire de la science, d'avoir, comme ça a été dit également, des jeux de données qui soient raisonnablement identifiants, c'est-à-dire qu'il y ait une granularité suffisamment fine, pour qu'on puisse en extraire quelque chose. Donc je crois que ce qu'il va falloir mettre en œuvre, ça va être des entrepôts de données, sécurisés, vous m'avez compris d'après le premier point de mon intervention, dans lesquels ces données puissent être à la disposition de la communauté, mais pas en libre accès. C'est-à-dire que quand les gens vont vouloir demander l'accès aux jeux de données, quand je dis les gens, je parle des collègues, alors il va falloir mettre en œuvre une procédure technique, mais aussi une procédure juridique qui va permettre de s'assurer de la transmission des garanties entre la personne qui a effectué la collecte ou qui a été le premier utilisateur des données et les personnes auxquelles ces données vont être copiées de façon à garantir la continuité de la protection des personnes concernées par ces jeux de données. Donc en termes d'encadrement des recherches, ça a clairement été dit au début, il y a une loi, il faut la respecter, ça vous y couperez pas, en particulier la loi informatique et liberté. Et puis derrière, donc, il y a une question au-delà de la loi, qui est celle de l'éthique. Et c'est pour ça que se mettent en place des comités d'éthique dans un certain nombre de domaines. Alors en particulier dans le domaine de la santé, qui est très encadré, il y a des comités qui doivent se prononcer de façon obligatoire avant la mise en œuvre d'une recherche en données de santé. Je ne me souviens plus du nom, tout d'un coup, j'ai un doute, mais on va passer ça. Le CCTIRS, ouais, c'est ça le truc. CIF, ouais, voilà, mais bon, pareil, enfin bon. Dans le domaine de la santé, la loi stipule qu'il y a des comités d'éthique qui doivent statuer. En plus, donc, la loi informatique et liberté a une section, un chapitre particulier concernant justement les recherches effectuées dans le domaine de la santé, justement parce que c'est un sujet qui a été considéré comme extrêmement sensible. Mais il y a des initiatives aussi de la communauté
des initiatives autoportées. Je pense en particulier aux actions du groupe Alisten dans le cadre de la CERNA, ou même donc d'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut de recherche en informatique automatique, qui a un COERL, un comité d'éthique, qui peut accompagner les porteurs de projets qui veulent réaliser des projets dans lesquels de la donnée personnelle va être collectée, de façon à ce que, effectivement, ces recherches puissent être menées dans le respect de la loi et des principes éthiques qui doivent guider le scientifique. Je reviens rapidement sur un exemple qui a été donné sur justement la question des traces, où on pourrait se dire, tiens, c'est moins cher de capter les traces des gens sur leurs ordi-phones que, effectivement, d'instrumenter une certaine zone. Alors typiquement, ça c'est des choses que le COERL a eu à connaître dans un certain cas, et les logiciels qui ont été mis, alors là il ne s'agissait pas justement, toujours élément essentiel, le consentement des personnes, il s'agissait pour les personnes d'installer une application qui avait été analysée, qui renvoyait des données qui étaient donc bien sûr identifiantes, mais qui avaient été minimisées dans l'objectif de la recherche. Les personnes savaient à quel responsable de traitement s'adresser pour faire supprimer leurs informations personnelles, dans leurs données personnelles du jeu de données si elles le souhaitaient. Donc un encadrement juridique strict, parce qu'effectivement, on ne peut pas supposer que parce que c'est pour la science, je sers la science et c'est ma joie, on va pouvoir récupérer les données de tout le monde. Et effectivement, je suis d'accord aussi avec ce qui a été dit, la légitimation d'entrepôts de données qui ont été construits à finalité commerciale au prétexte d'une finalité secondaire scientifique, doit absolument être, j'allais dire, combattu intellectuellement, au sens où, effectivement, on est dans le détournement de finalité. Les personnes n'ont pas donné leur accord à ce que leurs données soient utilisées pour des finalités de recherche non plus. Elles utilisent en général ce type de service pour entrer en relation avec des personnes qu'elles connaissent, et tout le reste est totalement, j'allais dire, étranger à leurs préoccupations. Un point important, j'en terminerai là, c'est le fait que la communauté, quand elle réfléchit elle-même sur ses pratiques et sur l'éthique, met en œuvre également des environnements à la fois juridiquement et techniquement sécurisés. Je pense en particulier au CASD, au Centre d'accès sécurisé aux données, qui est mis en place par l'INSEE pour justement avoir accès à un certain nombre de jeux de données particulièrement identifiants. Et là, l'idée, c'est qu'on va dans cet environnement-là, on effectue un certain nombre de requêtes sur les jeux de données, on obtient des informations de nature scientifique, mais les jeux de données ne vous sont pas transmis. C'est-à-dire qu'il y a un environnement qui est destiné à garantir le fait que les données restent sous le contrôle technique et juridique de leur responsable de traitement. Et pour un certain nombre de finalités, là aussi, après un audit, on va vous autoriser à réaliser des requêtes sur la base, et ces requêtes seront elles-mêmes auditées pour vérifier la conformité de vos requêtes aux finalités annoncées de votre recherche. Voilà, donc tout ça, quelques exemples pour vous montrer comment effectivement on peut mettre en œuvre des modalités de recherche qui soient responsables et respectueuses des personnes et également de la loi, c'est toujours un avantage.